Bonsoir et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. L'Algérie qui dénonce une forme d'ingérence dans ses affaires intérieures, rappelle son ambassadeur à Paris. Décision qui fait suite aux déclarations attribuées au président français Emmanuel Macron, évoquant notamment un système politico-militaire au pouvoir en Algérie. Cap sur le tourisme au Togo et les ambitions du gouvernement qui plaide en faveur de la revalorisation de cette industrie qui pourrait, au cours des prochaines années, peser lourd dans l'économie nationale. Et si l'Afrique n'est responsable que de 3,8% des émissions totales de gaz à effet de serre, le continent subit de plein fouet les effets dévastateurs du changement climatique. Gros plan à suivre dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, d'abord cet entretien ce samedi entre le président tunisien Kais Saied et son homologue français Emmanuel Macron. Entretien dans lequel le président tunisien a dit regretter la décision française de réduire le nombre de visas pour les ressortissants du Maghreb. La France a annoncé le 28 septembre la baisse du nombre de visas accordés aux ressortissants du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie. Selon l'Élysée, cette mesure de rétorsion vise à contrer le refus de ces pays à délivrer les laissez-passer consulaires nécessaires au retour des immigrés refoulés de France. L'Algérie a décidé ce samedi de rappeler pour consultation Mohamed Antar Daoud, son ambassadeur à Paris. L'Algérie a justifié ce rappel par son rejet de toute ingérence dans ses affaires intérieures. Alger déplore des propos tenus par le président français Emmanuel Macron, le chef de l'État considérant que l'Algérie s'est construite, dit-il, sur une rente mémorielle entretenue par un système politico-militaire. Joël Ballot. Dans un bref communiqué de la présidence algérienne, le gouvernement a annoncé le retrait de son ambassadeur de France. Cette décision fait suite aux propos non démentis du président français Emmanuel Macron, rapportés par les médias français et algériens, selon lesquels l'Algérie serait régie depuis son indépendance par un système politico-militaire qui s'est construit sur une rente mémorielle. Face à la situation particulièrement inadmissible infligée par ces propos attribués nommément au président de la République française, le président Abdelmadjid Tebboune a décidé de rappeler immédiatement son ambassadeur. L'Algérie exprime son rejet catégorique de l'ingérence inadmissible dans ses affaires intérieures que constituent les dits propos. Ces propos viennent activer la division entre les deux nations dont les relations sont déjà tendues du fait que le gouvernement français ait décidé de réduire de 50% les visas accordés aux Algériens souhaitant se rendre en France. Selon les médias algériens, ce passage du président français est la pomme de discorde qui distance les deux pays. Là où le président Macron peut-être fait une erreur, c'est qu'avant, les Algériens avaient une histoire. Où se situe le qualificatif de mémoriel qu'il emploie, dans la mesure où il parle uniquement de la période coloniale française, ou est-ce qu'il remet en question l'histoire complète de l'Algérie, qui était un pays, avant même l'arrivée des Français, avec une histoire certes différente, avec des invasions différentes. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, 60 ans après la guerre d'Algérie, il est temps, en effet, de construire une nouvelle mémoire. Pour le gouvernement algérien, le rappel de son ambassadeur pour des consultations était nécessaire. Il se devait d'exprimer son rejet catégorique face à l'ingérence inadmissible du gouvernement français dans ses affaires intérieures. Une crise qui a pris encore plus d'ampleur ces dernières heures. L'Algérie a en effet également décidé que la France n'a désormais plus le droit de survoler le territoire algérien avec ses avions militaires. Les avions militaires français empruntent régulièrement l'espace aérien algérien pour rejoindre ou quitter la bande sahélo-saharienne où sont déployées les troupes de l'opération Barkhane. La tension persiste toujours au Soudan, quelques jours après la tentative de coup d'État le 21 septembre dernier, une tentative qui visait le gouvernement de transition, une tentative condamnée par le secrétaire général de l'ONU et par la population soudanaise qui a appelé dans le cadre d'une manifestation tenue il y a quelques jours à la mise en place d'un pouvoir civil. Joël Ballot.
Khartoum, capitale du Soudan, a été le théâtre de plusieurs manifestations populaires. Ces marches s'inscrivent en faveur d'une transition dirigée par des civils vers la démocratie. Au moins 20 000 personnes étaient réunies sur la place publique. Objectif, bloquer tout coup d'État et instaurer un régime civil. Pour garantir aux Soudanais l'instauration d'un gouvernement civil, le Premier ministre Abdallah Hamdok doit dire de façon claire et sans embâche qu'à la fin de la période de la transition, les militaires rentreront dans les casernes et le pouvoir sera remis aux civils à l'issue d'un processus électoral libre, transparent, autrement dit démocratique, où les politiciens géreront le pays et les militaires protégeront le pays. Au cours des échanges survenus le 30 septembre 2021, soutenus par les forces de la liberté et du changement, les forces de l'ordre n'ont pas manqué de disperser les mouvements de foule à coups de gaz lacrymogène. Une réponse qui crée une nouvelle crise avec les forces de sécurité soudanaises. Le Premier ministre doit organiser un dialogue avec les différentes forces politiques, lequel dialogue va garantir l'issue de la période de transition et surtout garantir que le pouvoir sera transmis aux politiciens, autrement dit aux civils. La deuxième des choses que le Premier ministre doit faire, c'est de lutter efficacement contre la crise économique qui a conduit à la chute du pouvoir du président Omar el-Béchir, laquelle crise économique devient une espèce de carburant pour exacerber les tensions et énerver un peu plus la population. En rappel, le Premier ministre du gouvernement de transition soudanais, Abdallah Hamdok, a déclaré aux Nations Unies que la tenue d'élections libres à la fin de la période de transition est de la plus haute importance. Sa mise en place va permettre au peuple soudanais de choisir le gouvernement de son choix. Le 27 septembre dernier marquait la Journée mondiale du tourisme, une journée célébrée chaque année afin de permettre de mieux connaître mondialement la valeur du tourisme sur les plans social, culturel, politique et économique, ainsi que la contribution du secteur à la réalisation des objectifs de développement durable. Les précisions d'Amenedji. Le tourisme mondial réaffirme sa volonté de faire du secteur un pilier de la croissance inclusive en Afrique. Lors des célébrations officielles de la Journée mondiale du tourisme 2021 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, des dirigeants politiques et chefs d'entreprise se sont réunis autour d'un message de solidarité. Au même titre que les pays participants, le Niger reste conscient de l'importance de l'innovation, des investissements ciblés et du renforcement des partenariats publics-privés pour un secteur touristique plus épanoui. Le tourisme représente à peu près 7% du PIB au Niger. On n'a pas baissé les bras. L'État a pris les mesures. On a vacciné en masse. Le Niger fait partie des quelques rares pays où vraiment le taux du Covid est le plus bas. On a su vraiment mettre les barrières et nous sommes en train donc de développer le tourisme intérieur et aussi le tourisme des conférences. L'amélioration de la situation sécuritaire au Sahel est un préalable au retour du tourisme. Pour rappel, la totalité du territoire nigérien, à l'exception de la capitale Niamey, a été classée en zone rouge par le Quai d'Orsay après une attaque le 9 août dans laquelle 6 Français ont trouvé la mort. Les risques avérés dans ces zones sont incompatibles avec le tourisme selon les observateurs. Mais les autorités du pays rassurent puisqu'elles estiment avoir consenti des efforts et investissements considérables sur le plan sécuritaire. Pour le côté sécuritaire, nous ne sommes pas les seuls. Il y a plusieurs pays qui sont dans notre cas, surtout les pays du Sahel. Donc nous avons su renforcer la sécurité et nous avons choisi certaines zones les plus sûres où vraiment on a investi beaucoup là-dessus et que les touristes peuvent aller en toute liberté, en toute sécurité les visiter. En 2006, les seules arrivées de touristes comptabilisées à l'aéroport international d'Agadez, environ 5000 personnes, auraient rapporté près de 9 milliards de francs CFA à l'économie locale. Des résultats qui auraient pu être plus importants avec un investissement et la promotion du secteur plus prononcée dans d'autres régions du Niger. La question de la diversification de l'économie, une nouvelle fois relancée au Nigeria. Le pays souhaite se tourner vers la production d'huile de palme afin de trouver de nouveaux débouchés budgétaires. Malgré ses richesses naturelles, en particulier du pétrole, l'économie du Nigeria connaît de nombreux travers. Pour rappel, le secteur pétrolier fournit 95% des recettes de change extérieures et près de 80% des recettes budgétaires.
En marge du sommet du tourisme qui s'est tenu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le Togo a présenté son plan national de développement, un projet structuré notamment autour de la revalorisation du secteur touristique. Une industrie encore en deçà de ses capacités, c'est le constat du gouvernement qui ambitionne de faire du secteur l'un des principaux piliers de l'économie nationale au cours des prochaines années. Reportage signé Viviane Baoken avec les commentaires de Joël Ballot. Désireux de mettre en valeur son potentiel touristique et en tirer pleinement parti de ce secteur, le Togo a entamé de grandes réformes. Le plan national de développement lancé en mars 2019 a pour objectif majeur de faire passer la contribution du secteur touristique au PIB à 2 chiffres dans les années à venir et créer au moins 10 000 emplois décents dans le secteur d'ici 2022. Malgré les effets de la pandémie sanitaire qui a lourdement ébranlé le secteur, les autorités du Togo misent sur la promotion du tourisme intérieur, c'est-à-dire la découverte des attraits du Togo par les Togolais. Il était question, bien avant la pandémie pour nous, de montrer d'abord la résilience de nos économies, secteur par secteur, et à partir de cette résilience, relancer l'économie dans son ensemble. Donc malheureusement, quand la pandémie est arrivée, je crois que nous sommes dans le schéma d'implémentation de la résilience. Donc du coup, notre stratégie a été d'abord, dans un premier temps, face à la pandémie, de développer une riposte pour la contenir. Ensuite, voir quel est le niveau de résilience de l'économie du secteur touristique. Et aujourd'hui, je peux vous dire que ces 2 premières étapes sont franchies. Nous sommes en train de préparer la relance de l'économie du secteur touristique. Autre facteur des développements du tourisme au Togo, la promotion de la destination touristique Go to Togo. Même si la crise sanitaire n'est pas totalement écartée, le pays a pour ambition de redynamiser le secteur fortement touché en 2020. À titre d'exemple, les arrivées de touristes en 2020 ont été fixées à près de 400 000 contre 900 000 en 2019, soit une baisse de 49,10%. Donc nous sommes en train de travailler aujourd'hui à disposer de statistiques fiables, avec des objectifs qui ont été fixés, des objectifs à court terme qui ont été fixés en termes de création d'emplois et en termes de contribution du secteur touristique au PIB. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, il est inutile peut-être d'avancer ces objectifs, étant donné qu'avec la pandémie, nous serons amenés à revoir ces objectifs qui ont été fixés dès le départ. Donc du coup, ils ne sont pas d'actualité. Nous travaillons actuellement à mettre à jour les statistiques et je crois que de nouveaux objectifs aussi en termes de contribution au PIB et de contribution à la création de l'emploi seront fixés. Dans sa stratégie de favoriser le développement du secteur touristique, le Togo ambitionne de faire passer le nombre de visiteurs pour 100 habitants à 3,2 en 2015 contre 5 en 2022. S'agissant des prévisions de recettes touristiques, le pays mise sur des progressions de $520 en 2015 à près de $700 en 2022. Changement climatique en Afrique, des conséquences très différentes d'une région à l'autre. Les scientifiques s'attendent à ce que la fréquence et l'intensité des sécheresses s'accentuent dans plusieurs régions du continent, accentuant alors le départ des populations. Et face à l'urgence, l'Union africaine se dit engagée sur la question. Marie-Raphaël Antolo. La Commission de l'Union africaine s'engage dans la lutte contre les changements climatiques en Afrique. Cet engagement a été démontré à travers le lancement de l'initiative de mobilité climatique en Afrique. Cette mesure, d'après l'institution, vise à aider le continent africain à connecter le potentiel de la mobilité dans le contexte de la crise climatique, ainsi qu'à faire face aux déplacements et migrations forcées par le climat. Les effets désastreux du changement climatique ont un impact sur les milieux urbains et ruraux, tout autant que sur l'économie mondiale, sans oublier leur influence sur les flux migratoires. L'intensité et la croissance de ces phénomènes météorologiques extrêmes, l'élévation du niveau de la mer et la température deviennent des facteurs qui impactent de plus en plus les déplacements à la suite, n'est-ce pas, des catastrophes. Les régions d'Afrique de l'Est, de l'Ouest, du centre et même du sud sont ainsi gravement menacées par les tempêtes intenses, les inondations
et l'élévation, n'est-ce pas, anormale des températures. D'après la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, le lancement d'une telle initiative intervient à un moment où la responsabilité partagée n'est plus un choix, mais une philosophie centrale de la gouvernance des affaires mondiales. L'initiative de mobilité climatique en Afrique permettra de façonner l'avenir climatique du continent et d'appeler tous les partenaires à renforcer la résilience des populations mobiles face aux conditions climatiques. La mise en œuvre des mesures régionales par l'Union africaine pour faire face aux migrations induites par le climat, aux réinstallations planifiées, aux déplacements liés aux catastrophes, est essentiel pour la suivi des groupes de population touchés. Pour cette raison, les gouvernements se doivent de porter une attention particulière à la protection et à la préservation des forêts africaines, au reboisement des régions sahéliennes et désertiques. Pour l'Union africaine, cette initiative de mobilité climatique va favoriser la stratégie sur le changement climatique. La stratégie vise à renforcer la cohérence du continent dans la lutte contre le changement climatique. Notons par ailleurs que cette initiative est lancée en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement, la Banque mondiale, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et l'Organisation internationale pour les migrations. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.